Bonjour Frédéric Lurol. Bonjour. Nous sommes au château de Monte Cristo. Comment l'auteur des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, parmi ses œuvres, s'est-il intéressé à cette région de l'Île-de-France? Alors Dumas a beaucoup voyagé dans sa vie, mais une grande partie du temps il vivait à Paris. Et lorsqu'il était à Paris, il était toujours très pris par ses soirées au théâtre, par ses soirées entre amis. Il était très happé, disons, par la vie mondaine. Et Dumas avait besoin de calme et de concentration pour pouvoir écrire. Alors il décide de s'éloigner de Paris et de sa vie tumultueuse. Et pour cela, au départ, il part à Saint-Germain-en-Laye, qui est à 3 km d'ici. Il s'installe à Saint-Germain-en-Laye, mais là, il recommence le même style de vie que celle qu'il avait à Paris. Donc, il s'occupe du théâtre local, il reçoit beaucoup, et il n'a pas un lieu propre à lui-même. Or, il voudrait vraiment une maison de campagne, dans un vaste parc, avec surtout un cabinet de travail qui soit à l'écart de la maison principale. Et alors qu'un jour, Dumas se promène entre Saint-Germain-en-Laye et Versailles, il découvre les terrains sur lesquels Monte Cristo a été construit. Ce sont des terrains très vallonnés, mais qui donnent une magnifique vue à l'époque sur la Seine. Et Dumas en tombe littéralement amoureux et il va acheter les terrains qui appartenaient à des paysans. Et il va acheter les terrains pour pouvoir demander à un architecte de construire une maison de campagne qui est devenue ce château. Et en face du château de Monte Cristo, il va faire construire un cabinet de travail totalement à l'écart, entouré d'eau, qui va s'appeler le château d'If. Et pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire et la construction du château de Monte Cristo? Quelques mots également sur le cabinet de travail et sur le grand parc de 3 hectares. Donc, Dumas acquiert les terrains, on est en 1844. Il va commander à un architecte qui est très connu à l'époque en France, il s'appelle Hippolyte Durand, et il va lui dire, voilà, je veux une maison ici, sur ces terrains-là, et face à cette maison, je veux un cabinet de travail entouré d'eau. Il y a des sources, vous m'en ferez des cascades. L'architecte réfléchit, étudie le terrain, et il lui dit, mais monsieur Dumas, ça va être impossible. Le terrain est fait de glaise, donc votre maison va glisser. Et Dumas insiste. Il veut absolument cette maison ici. Et il lui dit, mais écoutez, vous ferez 3 arcades de cave et ça tiendra. Il a raison. Donc Hippolyte Durand a fait construire cette maison qui est devenue en fait un petit château, mais aux dimensions très intimes. Une fois qu'on est à l'intérieur, on est vraiment dans une maison. Il faut imaginer qu'à l'époque, on y voit la Seine lorsqu'on est sur la terrasse qui est ici. Aujourd'hui, bien sûr, avec l'urbanisation, ça a malheureusement disparu, mais à l'époque, il y a une magnifique vue sur la campagne. C'est totalement isolé, mais cette maison est en hauteur, elle se voit, et Dumas est très fier de ça parce qu'il aime la popularité et il veut que cela se sache et que cela se voit qu'il est ici. À l'occasion de la pendaison de crémaillère, près de 600 invités ont fait le déplacement depuis Paris pour venir voir la maison de Dumas. Oui. Alors ça, c'est une histoire qui est racontée par Dumas lui-même. Oui. Donc il faut peut-être mesurer ses propos. Dumas est toujours dans l'exagération et dans le récit. Donc il dit que plus de 600 personnes se sont pressées pour venir visiter sa maison lors de la pendaison de crémaillère. En est-on bien sûr? On sait qu'il a envoyé 50 cartons d'invitation et que ce sont beaucoup plus de personnes qui se sont présentées. Maintenant, est-ce que vraiment il y en avait 600? On ne le sait pas, on ne saura jamais, mais bon, pourquoi pas. Oui, oui, il y a eu beaucoup d'invités qui sont venus. Dumas était très populaire, il parlait beaucoup, il était très apprécié. Donc on venait voir où M. Dumas était allé s'installer. On sait qu'à Versailles, il y avait beaucoup de jalousie parce que on disait, mais qu'a donc Saint-Germain à se trémousser ainsi? Et on disait, mais M. Dumas s'y est installé, donc il faut faire venir Dumas à Versailles pour que Versailles se trémousse également. Parlez-nous un peu du clocheton au cabinet de travail.
Alors, le cabinet Il est parti. Oui, oui, oui. Le cabinet de travail donc, est vraiment un bâtiment totalement différent de celui du château de Monte Cristo, tant sur le plan architectural que sur le plan de sa fonction, puisque ici c'était vraiment la maison de Dumas, et puis le château d'If c'était vraiment le lieu où il entrait seul pour travailler. Il était fait sur 2 étages, et ce cabinet de travail est très... il a une forme architecturale un peu éclectique. On peut retrouver un balcon suisse, on peut retrouver des colombages normands, et puis il y a aussi beaucoup de sculptures en pierre, donc il a un côté un peu néo-gothique, mais il a aussi un toit qui est assez magnifique et qui aujourd'hui a été restauré en 2016, donc c'est assez récent. Et tout en haut de ce toit, en haut du clocheton du château d'If, il y a un blason. Et ce blason, malheureusement, quand on est visiteur et qu'on est au pied, on ne le voit pas parce que c'est trop haut. Donc il faudra me croire sur parole. Mais sur ce blason est gravé dans le zinc des vagues qui entourent un mont. Et ce mont, c'est le Monte Cristo, bien sûr. Et en dessous est écrit un proverbe qui est « attendre et espérer ». Et « attendre et espérer », ce sont les derniers mots qui sont inscrits dans le livre « Le Comte de Monte Cristo ». Un mot sur votre collection temporaire d'art contemporain. Alors, ici on a des collections permanentes qui sont toujours en référence à Alexandre Dumas, sa vie, son œuvre. Et puis, une fois par an, pendant 2 à 3 mois, on reçoit un artiste d'art contemporain au dernier étage du château. Et puis aussi, ça peut être des sculptures dans le parc. Chaque année, on reçoit un artiste différent. Et on a toujours plaisir à faire découvrir l'œuvre d'un artiste qui parfois n'est pas connu du public. C'est très intéressant de pouvoir mélanger à la fois l'histoire et puis l'histoire d'aujourd'hui avec les artistes d'aujourd'hui. Je pense qu'Alexandre Dumas aurait été fier de savoir qu'il pouvait recevoir de belles œuvres contemporaines ici dans sa maison. Quand est-ce que vous avez commencé à exposer des œuvres on a commencé à exposer des œuvres d'art contemporain il y a maintenant, je crois, 8 à 9 ans. Voilà. On a eu des artistes totalement différents, on a eu des sculpteurs qui faisaient de l'art totalement abstrait, on a eu de la peinture abstraite aussi en extérieur, on a eu des sculptures en fer, en métal, en bronze. Ça a été extrêmement varié et sur des thématiques variées quand les œuvres sont figuratives. On a eu beaucoup d'animaux, mais aussi beaucoup de personnages, issus du monde du voyage, avec des moines tibétains par exemple. Intéressant. C'est très très varié et on a toujours plaisir à découvrir et à accueillir en fait un nouvel artiste chaque année. Merci. Alors ici nous avons un dictionnaire de cuisine qui est un livre original relié de cuir aux lettres d'Alexandre Dumas, le A et le D. Et ce dictionnaire de cuisine est une œuvre d'Alexandre Dumas. Il a été écrit très tardivement dans la carrière d'Alexandre. Il n'a même pas pu le terminer en fait, cet ouvrage-là. Il a été préfacé après sa mort, il est sorti après sa mort. Mais c'est un livre qui tenait beaucoup à cœur à l'auteur. Dumas était un grand cuisinier, un fin gourmet, et il a décidé d'écrire un dictionnaire de cuisine. Donc il est classé par ordre alphabétique et on va pouvoir suivre les aventures du lièvre farci ou du kangourou, du filet de kangourou, ou même la façon dont on peut cuisiner des pieds d'éléphant. Donc c'est un peu fantasque, mais ceci dit, il y a des recettes qui sont tout à fait faisables aujourd'hui en réduisant bien sûr les quantités. Mais c'est un livre très intéressant dans lequel toute la verve d'Alexandre Dumas est présente. Dumas avait pour coutume de dire que ce qu'il laisserait à la postérité, ce seraient ses casseroles et non pas ses œuvres. Il était très réputé pour sa cuisine et sa bonne cuisine. Il avait coutume de recevoir les gens, de concevoir les menus.
et de réaliser vraiment des plats de cuisine. Donc ça ne sort pas de nulle part, c'est vraiment un dictionnaire qui a été fait par lui et avec tout son cœur. Voilà, donc c'est un bel ouvrage que nous avons là et qui est donc classé par ordre alphabétique avec des recettes assez intéressantes. Vous avez sur l'anguille, l'andouille, sur les amandes, sur l'agave, les amandes, enfin voilà, il y a un très très grand nombre de recettes inscrites dans cet ouvrage. Voilà. Donc ici nous sommes dans le salon mauresque qu'Alexandre Dumas avait fait réaliser. Lors de l'un de ses voyages en Orient, il est tombé littéralement amoureux de l'architecture maure. Et il a réussi à ramener avec lui, ici en France, dans son château qui était en cours de construction, on est en 1846, il a ramené 2 artisans qui étaient en train de construire le mausolée du bey de Tunis. Et il a réussi à les ramener en disant au bey de Tunis: vous êtes en train de faire construire un mausolée. C'est une œuvre pour les morts. M-O-R-T-S. Donc vous n'êtes pas pressé. Moi, je veux une œuvre de vie dans mon château. Et le bey de Tunis a été sensible à cet argument et lui a laissé la possibilité de ramener avec lui les 2 artisans qui ont sculpté ce salon mauresque. Alors ce salon est authentique. Il a été restauré en 1985, mais restauré grâce à des artisans du Maroc. Donc ça a été fait vraiment dans les règles de l'art et grâce à un mécénat du roi Hassan II. Pourquoi a-t-il fait ce salon mauresque? L'idée, c'était d'avoir quelque chose d'oriental, d'exotique. C'est très à la mode au XIXe siècle d'évoquer le voyage par quelque moyen que ce soit. Dumas est un grand voyageur. Il adore aller visiter d'autres pays, écouter des légendes, écouter l'histoire du pays, rencontrer le peuple, endosser les costumes locaux, goûter la cuisine locale. Il adore ça, il écrit des récits de voyage. Et le fait d'avoir un salon mauresque chez lui, c'est tout naturel finalement. C'est une excentricité peut-être, mais quel bonheur d'avoir ça chez soi. Ça permet de voyager même en restant chez soi.